Donc nous allons entendre aujourd'hui Jean-Martin Mondolone qui va nous parler d'un thème qui est bien sûr d'intérêt éducatif manifeste. On n'a pas besoin de s'étendre sur le sujet, mais il se trouve aussi qu'il intéresse l'actualité de l'université, bien sûr, mais aussi de la Corse en général, car vous savez que cette question des langues est abordée en particulier à travers le statut à la fois symbolique, culturel, éducatif de la langue corse dans ses rapports avec les autres langues qui sont parlées ou qui sont, convoitées en Corse, convoitées culturellement, éducativement. Et vous savez que dans quelques semaines, l'Assemblée de Corse va se pencher sur cette question du statut. Donc il y a à la fois un croisement dans l'organisation de la conférence d'aujourd'hui entre un intérêt permanent et un intérêt qui s'attache à l'actualité de notre contexte régional. Alors moi, je suis très très heureux d'accueillir Jean-Martin Mondolone ici pour de multiples raisons. Je voudrais signaler, vous le connaissez bien entendu, c'est un chef d'établissement très, très occupé sur un site qui nous est particulièrement cher. Nous avons un partenariat culturel important avec l'université, mais aussi avec le service que je représente ici, le service du Centre culturel universitaire. Et puis, je voudrais aussi signaler, mais même si c'est de manière légère et superficielle, que le conférencier est aussi un acteur public important en région et que c'est une originalité aussi de son propos que de réunir à la fois une connaissance et une réflexion approfondie sur le bilinguisme, mais aussi sur ses affleurements et ses projections sociolinguistiques et sociopolitiques. Donc il va nous parler de ce bilinguisme, de ce vaste champ. Je ne sais pas comment il a découpé son intervention, il va nous le dire, mais enfin il nous allège parce que c'est une véritable gageure que d'affronter un thème qui a cette étendue dans un laps de temps relativement court, et d'autant plus court qu'il doit aussi faire la place aux questions que vous ne manquerez pas de poser tout à l'heure et qui vont parachever en quelque sorte ce moment important. Donc, Jean-Martin Mondolone, vous avez la parole. Merci infiniment d'être venu jusqu'ici. Bien, je ne peux pas commencer cet exercice sans remercier Jacques et sans vous faire une confidence. C'est que Jacques et moi fonctionnions par Bluetooth, puisque avant qu'il n'introduise ce propos, jamais lui et moi, en direct, n'avons parlé de l'objet de cette intervention. Non pas que je vienne ici à l'aveugle, mais vous m'excuserez d'avance, compte tenu de ce que je viens d'évoquer, pour la part d'improvisation qui traversera mon propos. Et même si nous n'étions pas allés au fond de l'échange qui doit précéder ce type d'intervention, nous sommes compris, et en tout cas c'est comme ça que j'ai compris. Jacques avait souhaité que, d'une certaine façon, je rende témoignage d'une expérience qui est au confluent d'un engagement public et d'une vie professionnelle traversée par, non pas le problème, mais la problématique de la langue corse. Alors autant dire d'abord que c'est un exercice déontologique un peu complexe pour moi, puisque j'ai pour habitude de dresser, sinon des barricades, en tout cas
des parois assez peu poreuses entre mon engagement public et ma vie professionnelle, puisque Jacques l'a rappelé, je suis proviseur de lycée et donc d'un établissement où la laïcité et la neutralité doivent prévaloir sur tout le reste. Et je me garde bien et je parle sous le contrôle des enseignants qui sont là, sinon sous le ton de la magagne, de faire valoir mes opinions dans l'établissement. Et inversement, dans mes engagements publics, je ne fais jamais en sorte de pouvoir promouvoir l'action qui est la mienne dans le milieu professionnel. Donc l'exercice est un peu complexe, mais comme j'aime un peu la difficulté, je vais essayer de m'y livrer. D'abord, essayer de rappeler, non pas qui je suis, mais ce que je suis et comment j'arrive ici. Et comment on s'intéresse d'aussi près à une langue et de façon aussi, sinon passionnée, aussi vive. Il y a plusieurs événements, sinon révélations, qui m'ont conduit ici. D'abord, dans ma vie professionnelle, j'étais avec d'autres, sinon pionniers, en tout cas aventuriers, des expériences de Corse intégrée. Au collège de Cazinc, une personne ici plus que quiconque sait le plaisir que j'avais pu prendre à travailler en équipe pour essayer de travailler sur des cours de mathématiques en langue corse. Alors ça n'a pas été une révélation, mais ça a été le commencement d'un intérêt manifeste que j'ai manifesté pour la langue, mais pas pour la langue en tant que telle, mais pour les premiers conflits que ça a pu générer dans ma façon d'appréhender le métier de pédagogue, parce qu'il s'est passé quelque chose durant ces expériences dont j'ai assez peu fait part et peu fait cas, c'est que j'avais réussi à réconcilier un, peut-être deux, en tout cas un élève avec les mathématiques. Cet élève n'avait pas les codes qu'on exige au niveau du collège pour réussir, comme on dit en mathématiques, même si la réussite pourrait faire l'objet d'un vaste débat. Ça ne fonctionnait pas en langue française. Et je m'étais rendu compte très rapidement de l'accroche qui s'opérait chez cet élève via le médium, enfin, par le médium de la langue corse. Et j'en avais fait part à l'époque à l'inspecteur, dont le métier est de vérifier qu'en gros, vous faites des mathématiques et que en gros, les élèves apprennent les mathématiques. Et j'ai senti des situations de blocage qui n'avaient rien de dogmatique. Le monsieur faisait son métier. Mais moi, j'avais l'impression de faire le mien. Et j'avais l'impression que mon métier, c'était de faire en sorte que les élèves comprennent les mathématiques. Et j'avais du mal à faire passer un message, à savoir que les mathématiques peuvent s'enseigner, peuvent être apprises, être comprises via une autre langue. Et j'ai bien compris que dans le système éducatif français, à ce moment-là, tel que on demandait à cet inspecteur de le faire respecter, hein, ce monsieur faisait son travail, il y avait un problème. Donc ça a été le germe d'un questionnement plus large. Et puis certains savent peut-être que je me suis engagé assez tôt dans la vie publique. Et le deuxième choc, si j'allais dire, en tout cas le deuxième palier qui m'a conduit à poursuivre ce questionnement, c'est qu'un jour à l'Assemblée de Corse, un élu bien connu dépose une motion sur l'officialité, de la co-officialité de la langue corse, et j'y reviendrai. Et là, je suis face à un problème, parce que moi, j'aborde cette question d'un point de vue purement scientifique, comme j'essaye de le faire aujourd'hui, et que d'aucuns, dans la sensibilité que je représentais à l'époque, m'expliquent qu'en gros, oui, bon, j'avais raison, j'étais un bon avocat de la langue, que d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue social, que d'un point de vue scientifique, linguistique, j'avais raison, mais qu'il fallait s'opposer à tout prix à ça parce qu'on était à un an des élections, et puis il fallait surtout pas s'aventurer dans cette histoire. Et là
j'ai un choc parce que, au nom d'une certaine unité, d'une certaine intégrité de la majorité territoriale, au Mont-Auban, de faire ce que je n'ai pas envie de faire, c'est-à-dire voter contre cette motion. Et à partir de ce moment-là, il y a eu d'autres tensions, parce qu'on réagit souvent par rapport à une problématique à partir de tensions. Je me suis non pas pris de passion, mais j'ai essayé de décrypter réellement et de façon très objective ce qui se passait en moi, jusqu'à ce que, et c'est la raison peut-être pour laquelle Jacques m'a demandé d'organiser cette conférence, jusqu'à ce que l'ancien président de la République, candidat à l'époque, dise à Marseille, je cite, « Quand on aime la France, on ne vote pas la charte des langues minoritaires ». Et là, j'ai cru comme un devoir désintéressé et non opportun, ou non opportuniste en tout cas, d'écrire aux candidats que, de mon point de vue, et je reviendrai, on ne peut pas soumettre, en tout cas poser comme préalable à l'amour de la France, le fait de ne pas signer la charte des langues minoritaires, et qu'il y avait une sorte d'emprisonnement, une façon d'engoncer la problématique de façon exclusive, en tout cas qui m'était insupportable. Peut-être certains d'entre vous ont lu cette lettre. En tout cas, moi, j'ai eu des retours, non pas positifs ou négatifs. La question n'est pas là, c'est que j'ai eu un certain nombre de retours qui montrent bien que ce problème est prégnant. Et c'est peut-être par là que je voulais commencer, parce qu'il y a une double tension qui s'exerce à la fois dans mon métier et puis dans ce qui est ma passion d'homme engagé dans la vie publique. Considère qu'à la fois de façon historique et de façon politique au sens large du terme, ce problème est réellement mal posé. Il est mal posé parce qu'on oublie que, et c'est ce que j'écrivais dans le courrier à l'ancien président de la République, on a affaire à quelque chose, et je l'écris, je dis c'est consubstantiel de ce que je suis au sens, je vais presque dire, vital du terme. C'est presque par là que j'ai envie de commencer, parce que quand on parle de la langue, on a tout de suite affaire à des réactions, certains considérant épidémiques, en tout cas passionnées, et j'ai analysé ces réactions comme relevant de réflexes presque de survie et de vital. Ça parle de la vie, cette affaire-là. Et il y a d'ailleurs, du reste, si j'ai bonne mémoire, une expérience célèbre, je crois que c'est au XIIIe siècle, l'empereur Frédéric II, qui se demandait, un polyglotte, il parlait à peu près toutes les langues de l'époque, et sa véritable interrogation était de savoir quelle était la langue originelle. Et qu'est-ce que fait Frédéric II ? Il demande à des nourrices de s'occuper de 6 nourrissons, de les nourrir, de les langer, de leur donner à boire, mais surtout de ne pas leur parler. Et l'objectif était de savoir quelle était la langue, il faut le langage, qu'allaient pouvoir diffuser les nourrissons. Les nourrissons sont morts. Et les nourrissons sont rapidement décédés, alors avec la part de légende évidemment que recoupe cette anecdote, qui trouve ses suites notamment dans le film L'Enfant sauvage, que vous avez peut-être vu. Ce que je veux dire par là, c'est que l'homme a des besoins biologiques évidents, se nourrir, dormir, boire, mais l'homme a des besoins de sociabilité et des besoins de communication. Et c'est à cette affaire-là qu'on touche, c'est d'abord à cette affaire-là qu'on touche lorsqu'on parle de la langue. Et si la langue corse suscite, malgré en nombre, et toute proportion gardée, l'importance que peut représenter après tout ce qui n'est jamais qu'une partie d'un patrimoine immatériel, en tout cas considéré comme tel, c'est parce que ça touche à la vie. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai analysé. Alors, je crois que quand on s'intéresse à cette problématique, il faut d'abord avoir le courage de poser le bon diagnostic.
Et pour poser le bon diagnostic, il faut d'abord ne pas avoir peur des experts dont c'est le métier, même si on dit aujourd'hui qu'en politique, il faut beaucoup se méfier des experts. Il faut aussi s'appuyer sur eux. Alors moi, je suis allé voir ce qui se passait notamment de l'UNESCO, avec la prudence que ce genre d'exercice requiert, évidemment. Parce j'aurais peut-être dû le préciser, moi je ne suis pas sociolinguiste, je n'ai pas fait d'études linguistiques, donc c'est un balayage, une appropriation de connaissances qui constitue chez moi non pas un dogme, une doctrine, en tout cas un positionnement à un moment donné. Et que nous dit l'UNESCO ? L'UNESCO nous dit qu'en gros il y a 5000 langues dans le monde. Sur ces 5000 langues, il y en a 25 qui disparaissent chaque année. Pour vous fixer les esprits, il y a une langue qui disparaît tous les 15 jours. Vous voyez, vous êtes venu à une conférence la semaine dernière. Quand vous reviendrez la semaine prochaine à la prochaine conférence, il y a une langue qui disparaît. Et par rapport à mon préambule, oui, il y a un peu de vie qui disparaît. Et moi, j'ai été très marqué par l'idée et c'est ce que j'écrivais dans le courrier au président de la République, qu'on manifeste beaucoup d'énergie, on dépense beaucoup d'argent et on recueille beaucoup de moyens lorsqu'il s'agit du patrimoine matériel. On n'a pas idée, quand on va regarder un peu comment fonctionne l'UNESCO, des sommes qui sont en jeu et des énergies qui sont en jeu pour sauver des baleines, pour sauver des cathédrales, pour sauver des jardins. Et il y a une difficulté, moins prégnante maintenant, mais il y a une difficulté lorsqu'il s'agit d'un patrimoine immatériel, qui porte autant de vie en lui, et autant de richesses, me semble-t-il, que ne peuvent emporter la faune, la flore ou du patrimoine bâti. Partant de là, on nous explique qu'il y a des langues en danger. Il y en a qui sont sur une approche darwinienne des choses. Darwin qui en gros nous explique que les langues de mémoire doivent mourir comme les civilisations, comme les espèces. Et je cite de mémoire, le gouffre de l'histoire est assez grand pour les accueillir toutes. Et je peut-être conclurai mon propos là-dessus. Donc il y a cette approche darwinienne des choses, et puis il y a une approche de résistance que je vais essayer de mettre en partage avec vous, consiste à dire qu'il n'y a pas dans ces processus quelque chose d'inéluctable, d'autant qu'on ne sait pas encore ce que c'est une langue morte. Pas rentrer dans un débat spinozien, exister, être, mourir ou exister, mais on ne sait pas tout à fait ce que c'est une langue morte, sinon le fait que cette langue n'est plus parlée par un nombre de locuteurs pertinents, dont l'échelle serait considérée comme pertinente, mais on n'arrive pas bien à définir l'échelle pour mémoire, et pour fixer les esprits. Là encore, c'est à peu près 50, 60 000 locuteurs, on ne sait pas exactement. La langue corse est-elle en danger au regard d'un certain nombre d'indicateurs ? La réponse est oui. Est-ce qu'elle fait partie du train presque inexorable, au sens darwinien du terme, de ces langues qui peuvent disparaître ? Oui, à la lumière d'un certain nombre d'indicateurs. Quels sont ces indicateurs ? Premièrement, on considère qu'il y a une corrélation très forte, je sais qu'il y a des étudiants en économie ici, et ils doivent prendre conscience de ça, une corrélation très forte entre le niveau de prospérité d'une région ou d'un pays et la capacité de sauvegarde d'une langue. Bien, rapidement, la Corse, c'est quoi ? C'est la 22e région plus pauvre de France. C'est un secteur tertiaire hypertrophié. C'est un secteur industriel embryonnaire. C'est un taux de croissance intéressant, mais qui masque le fait que notre économie est une économie dite de rente. C'est essentiellement dépendant des subventions, des transports, une desserte transport maritime aérien, sinon chaotique, en tout cas considéré comme pas assez bien organisé, ou pas facteur de développement. C'est un secteur marchand déficitaire dans la mesure où on importe beaucoup plus de produits qu'on exporte. C'est surtout une démographie vieillissante, une démographie dont on va nous dire qu'on est passé de 250 000 à 300 000 habitants, en oubliant de préciser que ce sont des flux migratoires qui sont à l'origine de ce différentiel.
Et donc, si on essaie de corréler la capacité de sauvegarde de notre langue avec la situation économique, on a là un premier problème. Deuxième problème, c'est, pardon d'employer des termes un peu techniques, sur lesquels d'ailleurs je m'aventure un peu, parce que je vous ai expliqué que je n'étais pas linguiste, la situation dite glottophagique du français par rapport au corse. Alors c'est quoi cette histoire ? J'ai essayé d'employer des termes simples pour qu'on comprenne. Hein. C'est ce qu'on appelle la situation diglossique d'une langue dite dominée à une langue par rapport à une langue dite dominante. Bien. Qu'est-ce qui se passe quand deux langues sont en contact, une dominante et une dominée? Vous avez presque naturellement une langue qui occupe des champs de la société et puis une langue qui occupe d'autres champs de la société. Bon, qu'est-ce qui se passe de façon très visible, hein, très prégnante, chacun le comprendra, et des experts viennent confirmer cet état de fait. Vous avez la langue française dominante qui occupe les champs dits du prestige, qui occupe les champs de la science, et qui occupe les champs de la culture, qui occupe le champ de l'administration, le champ du commerce. La lingua di Ubane. Et puis vous avez la lingua di Ugur, et à ce moment-là, c'est la langue dominée qui en gros fait ce qu'elle a à faire pour parler des sentiments, non pas des choses moins nobles, mais de ces codes qui ne régissent pas la vie en société, mais qui régissent plutôt la vie privée. Pardon d'être caricatural, mais c'est un peu pour fixer les esprits. Et dans cette situation, vous avez un phénomène dit de glottophagie, à savoir qu'il y a une courroie d'entraînement qui fait que la langue dominante finit par occuper, y compris le champ restreint à la langue dominée. Et ça, c'est le deuxième considérant, dont le corollaire est le troisième considérant, historique. Hein. Mon but ici n'est pas de prendre parti, mais de mettre sur la table un certain nombre de considérants historiques, qui est l'histoire de la France, hein, qui coïncide avec la Corse devenue française. Hein. On est en 1769. Il ne se passe pas 30 années sans que l'abbé Grégoire, hein, qui était un ecclésiastique, à qui on avait demandé de rédiger un rapport sur la difficulté que trouvait la Convention à l'époque, issue de la Révolution, par rapport au nombre de locuteurs français. Parce que la Révolution était passée par là, mais les gens se sont rendus compte assez rapidement qu'on ne parlait pas français sur ce territoire. Et je cite pour mémoire l'intitulé du rapport, qui en dit plus long que toute forme de commentaire. Le rapport était suivant, je cite, « sur les moyens et la nécessité d'anéantir les patois et d'universaliser l'usage de la langue française ». Donc le cap est donné dès la Révolution, coïncide peu ou prou avec la Corse devenue française. Le cap est donné. Il s'agit de favoriser, en tout cas de catalyser, de mettre en branle une énorme machine linguistique en branle pour franciser les esprits et créer les conditions pour que la langue soit un des attributs naturels de l'unité du pays à l'époque de la République, plus tard. On part de là, on part en gros de la Convention, on parle de l'après-révolution. Tout ce qu'on vit aujourd'hui part de là. Je vous ai parlé des crispations sur la charte des langues minoritaires. Il suffit d'observer les rictus du ministre intérieur qui était interviewé l'autre soir sur ce sujet. On sent qu'il y a une crispation presque physique sur ces sujets, qui est permanente. Je pourrais vous en dire long sur les atermoiements du Parlement lorsqu'il s'est agi d'introduire dans la Constitution un article qui ébauchait le commencement d'amorce, d'ébauche, de soupçons de reconnaissance juridique des langues dites minoritaires. Vous devez savoir, et c'est un état de fait, que par rapport à la signature, la ratification de la charte, tous les grands pays européens, de l'Allemagne au Royaume-Uni, en passant par
l'Espagne, l'Italie ont ratifié, ont signé cette charte, et que la France, qui ne l'a pas encore ratifiée, joue dans la même cour que l'Azerbaïdjan, la Moldavie et l'Ouzbékistan, pays dont on ne peut pas dire qu'ils aient rayonné au temps des Lumières. Voilà. Bon, on a un véritable problème de crispation sur ce sujet. Donc voilà la donne factuelle, j'allais presque dire, qui doit nous conduire, me semble-t-il, à nous inquiéter. Pour autant, mon propos ne serait pas neutre, objectif, en tout cas, je dois à l'équilibre des choses, d'essayer, non pas de poser le problème autrement, mais en y réfléchissant, il me semble intéressant de essayer de considérer par ailleurs, parce qu'il y a 5000 langues dans le monde, c'est pas inutile d'aller voir ce qui se passe ailleurs, d'autres l'ont fait, et je me saisis de ces opportunités, voir comment on a sauvé des langues dans le monde, comment on sauve encore des langues dans le monde. Parce que ce qui est intéressant dans la période que nous vivons, c'est que nous sommes à la croisée des chemins. La menace de disparition n'a jamais été aussi importante, mais simultanément, la capacité des hommes à sauvegarder ce patrimoine n'a jamais été aussi importante. Donc il y a là, non pas une espèce de halo de lumière comme un espoir illusoire. Il y a une véritable capacité, on le doit notamment aux scientifiques, et particulièrement aux linguistes, une véritable propension existante, prégnante aujourd'hui, à sauvegarder ces patrimoines. Alors, quand on va regarder ce qui se passe ailleurs, je vais essayer de tenir dans les 45 minutes, parce que j'ai oublié de dire, pardon Jacques, que l'exercice, pour moi, il n'est fertile, et pour vous aussi, que si nous sommes dans l'échange. Je ne voudrais pas que en monologue, je vous livre quelques témoignages et quelques convictions que je voudrais évidemment mettre en partage. Donc, pardonnez-moi si de temps en temps je regarde la montre. Alors, où j'en étais ? Oui, je disais que qu'est-ce qui se passe ailleurs et quels sont en gros les leviers que dans le monde on croit utile d'activer pour sauvegarder des langues. Étant entendu, je le dis tout de suite, qui n'existe pas tel un menu, une espèce de liste exhaustive de leviers activés qui, s'ils ne le sont pas, mettent en péril toute politique. Les choses sont beaucoup plus complexes que ça, et c'est dans l'alchimie, dans une alchimie assez complexe que s'opère, et dans l'histoire, que s'opère la sauvegarde des langues dans le monde. En essayant d'être un peu cohérent, on va partir, sinon, sur une échelle de valeur, en tout cas des plus sensibles, aux plus difficiles à mettre en œuvre. Bien, on a observé, et donc l'idée serait peut-être d'observer ce qui s'est passé ailleurs et de voir encore si on trouve ces conditions. Bien, on observe d'abord que tout part d'une prise de conscience identitaire, qui en général, alors c'est le cas en Australie, c'est le cas notamment dans la pente orientale des Landes, où se passent des choses intéressantes, au Paraguay, en Uruguay, au Pérou, en Bolivie, du point de vue linguistique, qui trouvent leur source toutes dans une prise de conscience identitaire née de l'humiliation et donc de la colonisation. Je crois que ça, c'est important à avoir à l'esprit. Cette prise de conscience identitaire, elle existe en Corse, elle est manifeste. Je crois que les universitaires d'ici d'ailleurs n'ont pas fini d'épuiser le sujet du reacquist. Cette période-là est non pas derrière nous, mais elle symbolise la prise de conscience identitaire qui est le préalable à toute réactivation et à toute action en matière de sauvegarde de la langue. Ça a bien existé chez nous, c'est parfaitement identifié, donc c'est un premier point qui est positif. On se rend compte, là où ça fonctionnait aussi, du rôle éminent des linguistes qui travaillent dans l'ombre, parce que je m'adresse en particulier aux collégiens, aux lycéens qui sont là. Mais c'est quoi un linguiste ? Vous vous rendez compte, ces gens-là, ils sont payés pour étudier des langues.
les gens se demandent à quoi ça sert cette histoire. Et la difficulté lorsqu'on est pédagogue en établissement, c'est de donner un sens aux choses. Et les gens ne comprennent pas, ne savent pas ce que c'est un linguiste. Sans le travail éminent des linguistes dans le monde, et donc des linguistes de l'Université de Corse, toute chance de sauvegarde serait réduite à néant, parce que ce sont eux qui identifient les problèmes, non pas qui apportent des solutions, mais qui permettent de dépasser les problèmes. Et je prends en Corse l'exemple prégnant de ce que certains ont appelé la polynomie. La polynomie, c'est quoi ? Cette histoire, moi j'ai vécu dans un foyer où j'ai reçu la langue corse en héritage, avec un papa qui était du Taravo et une maman qui est de Vescovato. Combien de fois ai-je entendu « Mon si j'ai mi cagosi, et tout c'est mi cabalagos, et tout parler au dalian ». Et ce débat a été très prégnant dans les années 70, et le rôle d'un linguiste, ça a été de trancher ce débat. Ça a été de dire, de dépasser le registre un peu normé le prisme un peu normé duquel étaient observées les langues, notamment avec les travaux de Ferdinand de Saussure et d'autres, et de dire que diversità face riquezza, de dire que la Corse, c'était un ensemble, je crois qu'on dit régiolecte, peu importe, mais qu'il n'y avait pas à trancher sur ce débat, et que la langue corse, reconnue comme telle, devait être regardée comme une composante de ces régiolectes, comme une agrégation de ces régiolectes qui devaient vivre en bonne intelligence. Et donc il n'existait pas une norme unique du corse. Et si les linguistes n'avaient pas tranché ce débat, nous en serions encore à savoir qui parlait le vrai corse, qui ne le parlait pas. Et là, le rôle des linguistes est éminent. Le rôle des linguistes est encore prégnant aujourd'hui lorsqu'il s'évertue à nous décomplexer et à dépasser ce qu'on appelle le mythe du locuteur idéal. C'est terrifiant les dégâts que ça fait, parce qu'évidemment, on sait que l'entreprise volontaire ou finalement imparable d'acculturation fait son œuvre, bien sûr. Mais lorsque vous dites à un jeune « on s'y j'ai mis cagosi », on ne sait pas ce que cette phrase, on ne mesure pas ce que cette phrase a de ravageur dans le développement, sinon de la langue, et je reviendrai des pratiques langagières. Parce que je reviendrai en fin de propos lorsqu'on parlera de l'officialité de la langue corse, qui est un sujet dominant. Il faut partir de l'existant. Je dis il y a 50 000, on dit il y a peut-être 60 000 locuteurs. La vraie question, c'est de savoir, lorsque Jean Prounet d'ARCFM, en commentant un match de foot, dit « Onoves, cacciamiso wallon ». Il parle corse, il parle français, il parle franc-corse. La question, c'est est-ce qu'on part de cet existant, qui est une pratique langagière, en disant c'est pas tout à fait du corse, en étant dans une approche puriste, au risque de se faire taxer, ça a été le cas pour certains universitaires, à tort, je le dis, de mandarin. Il n'y a pas une langue qui dominerait une autre, il n'y a pas une façon de parler le corse qui dominerait une autre. Il y a des pratiques langagières existantes sur lesquelles il faut prendre appui. Et ça, on le doit beaucoup aux travaux de certains linguistes. Alors, il y a aussi un phénomène intéressant en Corse dont on ne parle pas assez, et on a observé que notamment aux États-Unis, certains régiolectes norvégiens avaient pu subsister du fait de la cohérence religieuse et du fait que les hommes et femmes de confession luthérienne avaient pu pratiquer, développer et sauvegarder leur patrimoine linguistique du fait de la cohérence religieuse. Et on ne prend pas assez appui, me semble-t-il. C'est un état sociétal prégnant
Je vous renvoie notamment aux travaux et l'excellent livre de Domé-Verdogne sur la Settimana Santa, sur les pratiques religieuses et surtout le réseau sociétal que constituent les confréries. Et on se rend compte dans le monde, pas seulement à travers l'exemple que je vous donnais, que ce support a été un support prégnant de sauvegarde des langues. On se rend compte aussi que l'écriture a joué un rôle important là où les langues ont pu être sauvegardées. Alors là, il se passe quelque chose d'intéressant par rapport à la situation diglossique du corse. C'est ce qu'on pourrait appeler l'évolution du barycentre diglossique. C'est quoi derrière ce terme barbare? On a longtemps considéré, en fonction de ce que je vous ai dit, que la langue corse était confinée à l'oralité et qu'en gros l'écriture c'était des choses sérieuses et puis que toute cette histoire devait être amenée à la langue française. Il n'est qu'à voir et observer, alors je n'ai pas de chiffres à l'esprit et je me garderai bien de m'appesantir à travers des chiffres, et le nombre d'ouvrages en langue corse qui inondent les bacs des librairies. Alors on parle beaucoup de Jérôme Ferrare, et en parlions tout à l'heure, qui est un écrivain de grand talent. Aujourd'hui, vous avez des écrivains de grand talent en langue corse. Et la question n'est pas de savoir s'ils écrivent bien ou pas langue corse. C'est moi, un jour, j'ai remis, quand j'étais élu, le prix de la CTC à Marco Biancarelli, dont je lui ai dit, parce que je vivais moi aussi à Porto Vecchio à l'époque, dont je lui ai dit, je ne partageais pas l'univers romanesque, mais je le félicitais de contribuer à faire rentrer la langue corse dans la modernité et de démontrer donc que des thèmes sociétaux forts, tels que lui les vivait et tels qu'il souhaitait s'en emparer pour décrire ces univers romanesques, je me félicite que ces thèmes-là ne soient pas seulement abordables en langue française, mais ce qui compte, ce n'est pas qu'il les dit en corse ou en français. C'est un peu comme l'histoire des mathématiques. Ce qui compte, quand un élève comprend des mathématiques, c'est moins de savoir dans quelle langue il l'a comprise que de savoir qu'il a compris les mathématiques. Et il en va de la même façon pour l'écriture, qui a été un champ désormais complètement investi par la langue corse. Ce qui témoigne bien du fait qu'il n'existe pas, malgré la situation diglossique que j'évoquais, de champs qui ne peuvent pas être investis par la langue corse. J'ai l'habitude de dire que Machiavel écrivait en corse. Machiavel écrivait en toscan. D'ailleurs, l'histoire est ironique. On doit à l'histoire, d'une certaine façon, le fait que la langue corse existe. Parce que si nous étions encore, d'une certaine façon, toscans, peut-être le corse serait un régiolecte parmi d'autres de Toscane. Le doigt le fait d'être dérivé, d'être sorti du giron toscan. Donc, à partir du moment où Machiavel écrivait d'une certaine façon en corse, je force le trait, vous imaginez bien que la Florence des XIV, XV et XVIe siècles dominait le monde par sa pensée, dominait le monde de la science, dominait le monde intellectuel, et on ne voit pas au nom de quoi le toscan aurait eu du mal, et aurait encore du mal aujourd'hui, sous quelque forme que ce soit, à pénétrer des champs, les champs de la science, les champs de l'écriture, les champs des mathématiques. Bien sûr que c'est plus difficile de préparer un cours de mathématiques en langue corse qu'en langue française. Pourquoi ? Parce que ce terrain est laissé en friche depuis 2 siècles, mais ça n'a rien d'impossible. Alors là aussi, il faut lever un certain nombre de tabous. Je passe assez rapidement sur le rôle des médias aussi. J'ai l'habitude de dire, et je parle sous le contrôle des élèves qui sont là, que c'est important, pour en venir après à la co-officialité, de savoir ce qui se passe dans la vie d'un jeune adolescent aujourd'hui et à quel moment est-ce qu'il a l'occasion ou pas
d'être en contact avec la langue. Et le média est un support fondamental, si vous voulez. Et on ne mesure pas assez, en tout cas du point de vue scientifique, le rôle qu'ont joué la presse écrite, radiophonique et télévisuelle dans le développement de pratiques langagières. Alors j'en viens à trois fondamentaux qui constituent presque j'allais dire les axes cardinaux, non pas que ce que je viens d'évoquer soit marginal ou superfétatoire, mais il y a quand même trois axes, trois vertus cardinales qui commandent la sauvegarde d'une langue. D'abord, je l'ai dit, c'est le développement économique. J'ai décrit un tableau un peu sombre en oubliant de dire que ce qui compte, ce n'est pas une prospérité spontanée. D'ailleurs, on le voit bien dans le Tyrol du Sud, au Val d'Aoste, où avec en gros les stations de ski naissantes, il y a eu beaucoup d'argent. Avec cet argent, on a ouvert des écoles bilingues. Ça ne marche pas. Enfin, ça ne marche pas. Ça ne suffit pas. Donc, plus que la prospérité, il faut savoir réfléchir au mode de développement économique. Dire par là qu'à l'inverse, en Irlande, il y a eu des modes de développement économique qui sont basés notamment sur des traditions agro-pastorales, qui, bien sûr que l'argent est en cause, bien sûr que les moyens sont les nerfs de la guerre, mais si on ne réfléchit pas au mode de développement, tout développement prospère, spontané et trop brutal ne permet pas la sauvegarde de la langue. Je veux dire que la Corse, lorsqu'elle réfléchit à son développement, doit réfléchir à ses modes de développement. Vous comprendrez bien qu'il est plus facile de diffuser des pratiques langagières en Corse dans des milieux liés à l'agroalimentaire, à l'agriculture, que si, de façon exogène, cas d'école évidemment improbable, on décide pour doper les taux de croissance de faire de la pétrochimie en Corse. De la pétrochimie, ça ne va pas entraîner un nombre de locuteurs pertinent. Et l'économie doit aussi partir de l'histoire. Très important d'avoir à l'esprit la façon dont on développe un territoire. La deuxième vertu cardinale, et c'est la raison de ma présence ici, en tout cas c'est une de mes casquettes, c'est l'école. Bon. Alors partout ça marche dans le monde, les Maoris en Nouvelle-Zélande, à Hawaï, dans d'autres territoires, au Paraguay notamment, l'école et le développement du bilinguisme est une condition nécessaire, incontournable, pas suffisante. Pas suffisante. Bon, il faut voir d'où on part et où on arrive. Je m'autoriserai à la fin de ce propos de vous donner une bibliographie. C'est quoi la situation de l'école aujourd'hui ? Pour faire simple, c'est 46 000 élèves. Il n'est pas possible, ou à peu près pas possible, que ces 46 000 élèves, à un moment ou à un autre, n'aient été en contact ou sensibilisés avec la langue corse. C'est pratiquement impossible. En gros, c'est 25 000 dans le primaire, 21 000 dans le secondaire. D'une façon ou d'une autre, ils ont été sensibilisés. L'article 7 de mémoire de la loi du 22 janvier 2002 dit en gros l'enseignement du corse est intégré dans les écoles élémentaires et préélémentaires. Bon, sauf que le Conseil constitutionnel est passé par là parce que ça voulait dire qu'en gros il fallait parler corse aux primaires, quoi. Il fallait se débrouiller pour trouver du temps pour parler corse, sauf que le Conseil constitutionnel est passé par là, que ce n'a pas un caractère obligatoire, et qu'en gros, il y a 57% des élèves au primaire qui ont entre 1h30 et 3h de langue corse par semaine, parce que ça n'a pas un caractère obligatoire. Pardon, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais fixer les esprits. Au collège, qu'est-ce qui se passe ? En 6e, vous avez 83% des élèves qui suivent l'enseignement du corse. Et puis là, on arrive à un problème
qu'il va falloir trancher, hein, c'est qu'en quatrième, ils ne sont plus que 57% et plus que 20% au lycée. Hein. Bon, alors, il y a quelques divergences sur les chiffres, mais enfin, les proportions sont en gros celles-ci. Pourquoi cette érosion ? Tout simplement parce qu'en sixième, les volumes horaires sont ce qu'ils sont, et j'allais dire que 3 heures de corps sont encore digestes. Et puis à la fin de la cinquième, on dit à un élève, aux parents, hein, qui sont quand même co-décideurs de l'orientation, on dit voilà, l'année prochaine, vous avez 3 heures de langue vivante 2, et puis si vous voulez faire le corps, ça va faire 6 heures, quoi. Et au lycée, c'est aggravé. Je le dis en passant, on a beaucoup travaillé en France, hein, même si aujourd'hui c'est un peu, non pas la tarte à la crème, enfin on y passe de longues heures en termes de débat, et plutôt polémique et stérile de mon point de vue. On a beaucoup posé en France la question sociétale du temps de travail des adultes, 35 heures, 38 heures. Le temps de travail des élèves n'a jamais été correctement posé, là aussi pour fixer les esprits. Hein. Un élève de terminale S qui veut avoir mention très bien, et pour avoir mention très bien, il faut prendre toutes les options. Alors qu'il s'agisse de Corté ou d'ailleurs, le latin, le grec, le PS complémentaire, l'hébreu, le mandarin, tout ce que vous voulez, hein, dont le corse, peut travailler à peu près 38 heures au lycée. Et bon, pour réussir, il faudrait bien qu'il travaille une douzaine d'heures à la maison, ça fait 50 heures par semaine. Et cette question-là n'est pas posée. Et donc, tout ce qui est facultatif, je reviens au cœur de problématique, est rapidement balayé pour des raisons qui ne sont même pas stratégiques, hein, ou militantes, pour des raisons évidentes de gestion du temps et d'économie de l'effort, tout simplement. Donc, moi, c'est la raison pour laquelle, à titre personnel, au titre de mes engagements publics, je ne milite non pas pour le corse obligatoire, parce que dans le terme obligatoire, il y a cette forme de contrainte, on se sent forcé, mais pour l'intégration du corse dans les programmes de la maternelle au bac. Il n'y a pas d'autre moyen que celui-ci. Je discutais l'autre jour avec une enseignante qui part en Polynésie. Je ne sais pas ce qu'il y a d'attentatoire à l'unité de la République, hein. À Wallis et Futuna, lorsqu'on a des programmes d'histoire, bien sûr qu'on vous enseigne que nos ancêtres sont les Gaulois, mais on ne manque pas d'enseigner l'histoire des peuples qui environnent l'océan Indien. Mais je ne vois pas ce qu'il y a d'attentatoire à l'unité de la République, parce que ça, c'est l'argument massu, hein. C'est l'égalité du citoyen, l'unité de la République, qui sont des fondements philosophiques, non pas surannés, hein, qu'il s'agit de prendre au sérieux. Mais enfin, ce qu'il y a de plus spécieux, c'est de considérer que quelques milliers de locuteurs pourraient menacer l'unité de la République. Moi, je demande à ce qu'on prouve ça scientifiquement. La vérité, c'est qu'il existe des résistances historiques prégnantes que nous avons beaucoup de mal à dépasser. Pour autant, je trouve que le réflexe qui consiste à condamner l'école comme ne prenant pas suffisamment sa part de l'effort est un mauvais réflexe. Il n'est pas inutile d'observer qu'en France, quand vous regardez ce qui se passe au Pays Basque, quand vous regardez ce qui se passe en Alsace, quand vous regardez ce qui se passe en Bretagne, et que vous faites un camembert avec plusieurs parties, vous observez quoi ? Que la part de l'enseignement confessionnel est très importante, que la part de l'enseignement associatif est très importante, puis quand vous arrivez en Corse, ces deux parts sont inexistantes, et que c'est l'État, et seulement l'État, qui prend toute sa part de l'effort. Donc, il faut être prudent lorsqu'on cible l'État comme le seul responsable de ces problèmes. Ceci dit, est-ce qu'on peut faire mieux ? Je l'ai dit, non seulement on peut faire mieux, mais de mon point de vue, il faut faire mieux.
en dépassionnant ce débat, en intégrant tout simplement la langue corse comme une matière qui ne soit plus facultative. Est-ce que ça va suffire? La réponse est non. Et j'en viens au dernier point, en essayant de tenir dans le temps qui m'est consacré, qui est le débat actuel, qui est celui de l'officialité. Pourquoi ça ne suffit pas? Parce qu'on observe que une fois qu'on a dit qu'ailleurs, notamment en Catalogne, alors attention à la Catalogne, hein, j'ouvre une parenthèse, je le referme de suite, c'est 10 millions de personnes, c'est un produit intérieur brut qui a parfois dans les taux de croissance avoisine les 2 chiffres, c'est une tradition d'autonomie ancrée dans l'histoire. C'est 7 millions de locuteurs, dont 66% de mémoire, c'est-à-dire les 2 tiers, le reçoivent comme une langue maternelle. Donc toutes choses ne sont pas comparables par ailleurs. Hein, et donc une officialité, et puis les derniers événements en date que vous avez peut-être suivis dimanche dernier, avec cette volonté d'accès à l'indépendance. Parce qu'après tout, lorsqu'on a une langue, lorsqu'on est riche, on ne voit pas pourquoi on dépendrait d'un État central. Donc il y a des choses à prendre en Catalogne, bien évidemment, mais on n'est pas du tout dans la situation qui concerne des langues comme le corse. Bon, pour autant, il y a un statut d'officialité. Il y a un statut d'officialité comme dans d'autres régions du monde. Et c'est quoi le statut d'officialité et qu'est-ce qu'on y met là-dedans? On va prendre une chose très simple. Si vous avez un élève qui suit en Corse, comme il y en a dans cette assistance aujourd'hui, eh bien, il a reçu un apprentissage. Il a reçu l'apprentissage de gens qui sont très bien formés pour enseigner la langue corse, à peu près, non, je force un peu le trait, comme on enseigne l'anglais, l'allemand et l'italien. Donc on a affaire à des professionnels. Hein, en gros, depuis la création du CAPES de Corse, je dis pour les étudiants en langue corse, il y a à peu près 120 certifiés en langue corse qui couvrent à peu près les 46 lycées et collèges de Corse. Bon, ça c'est très bien. Sauf que si on n'a pas un support de promotion sociale de la langue, autrement dit, pour faire simple, si vous ne donnez pas la chance à cet élève d'exporter cet apprentissage hors les murs de l'école, la question de l'utilitarisme, elle est prégnante. Et la question stratégique de la fin de classe de 5e, elle est prégnante. C'est à quoi ça sert? Alors, soit on reste dans un champ purement militant, culturel, où un certain nombre de pseudo-intellectuels et de vrais intellectuels s'autocongratulent sur l'idée qu'on parle corse, c'est très bien. Soit il y a une véritable volonté politique au sens sociétal du terme, d'irriguer tous les champs, et pas seulement le champ scolaire, de la langue corse. Dans la cour de récréation, on se surprend parfois des épisodes transcendants, magnifiques, où les gamins parlent corse entre eux. Pour seulement quand ils vont acheter un pain au chocolat en face. S'ils n'ont pas, on n'en est pas encore l'obligation. J'y viendrai, parce que moi je considère que l'officialité ne suffira pas. Ne suffirait pas. Enfin bon, c'est un premier pas. Mais si on ne donne pas le support sociétal aux jeunes qui ont reçu un apprentissage et aux autres, aux locuteurs corsophones, pour ce qu'il en reste, et à ceux qui pourraient le devenir dans un vaste plan de formation, de faire usage de cette langue, il faut comprendre que ça ne peut pas fonctionner. Qu'on est dans un système qui n'est pas vertueux, mais dans un système autocentré, fermé, et dont on peut considérer qu'il va s'éteindre assez rapidement, compte tenu de l'âge, notamment des locuteurs, et malgré les efforts de l'école. Donc l'officialité, c'est une chose dont il ne faut pas avoir peur. Ça ne va pas aller chercher très loin. Hein. Attention, tel que c'est dans les cartons actuellement, c'est en gros former un certain nombre de fonctionnaires à pouvoir répondre à un certain nombre de questions en langue corse. Ça ne va pas être salude, baba, coméside, mais au début, ça va être ça. Hein. Ce n'est pas très transcendant, mais c'est un support essentiel. L'officialité, c'est la capacité pour quelqu'un qui a reçu un apprentissage, non pas à aller s'immerger dans un bain linguistique à Basté, Liga ou à Sawa, c'est pas ça. C'est comment on peut faire usage de la langue corse dans le champ de la société.
il faut irriguer tous les champs de la société, avec quelque chose qui est facile, je le dis, avec quelque chose qui l'est moins. Ce qui est facile, c'est de dire aux fonctionnaires, désormais, à la faveur d'un certain nombre d'initiatives, on va vous demander d'apprendre le corse et d'essayer de répondre aux locuteurs corses. Ce qui l'est moins, et là, je le dis aux étudiants d'économie notamment, c'est d'irriguer le champ de la sphère privée. Alors, il faut s'inspirer de ce qui se passe, notamment dans certains PU. Moi, à l'époque, lorsque je siégeais à l'Assemblée de Corse, mon idée était autour d'une charte d'essayer de convaincre les chambres de commerce d'être très incitatifs, notamment avec tout ce qui regroupe l'hôtellerie et la restauration, l'histoire du bilinguisme spontané dans toutes les structures d'accueil. Bon, ça ne s'est pas fait, ça va se faire avec le temps, mais moi je vois un danger fort, c'est que la sphère privée ne s'empare pas de ce problème. Et l'obligation ne suffira pas. Et je veux conclure là-dessus, parce que dans l'obligation, il y a contrainte. Et la véritable interrogation, et là je m'adresse aux scientifiques, c'est comment on crée du désir de Corse. Comment on crée du désir de langue corse. C'est comment on crée les conditions pour que les jeunes et les moins jeunes aient envie de parler corse. Ça, c'est une énigme, parce que dans tout ce que je vous ai raconté, que vous pouvez retrouver, dans cette bibliographie, il y a 3 livres à lire, si vous voulez, à peu près. C'est présomptueux ce que je vous dis. Il y a 3 ouvrages qui, à mon avis, doivent figurer dans les bibliothèques de celles et ceux qui s'intéressent à ce sujet. Alors, ils sont là, ils m'excuseront. Il y a d'abord le papier d'identité de Jacques Thiers. Il y a, pour savoir comment, je crois que Pascal est là aussi, moi qui nous ai quittés, Pascal Octave, le bilinguisme dans l'école de la République. Et puis, il y a tous les ouvrages, toute la bibliographie de Claude Agege, mais un livre qui est très facile d'accès, qui couvre à peu près tous les champs, c'est Halte à la mort des langues de Claude Agege. Mais dans aucun de ces ouvrages, je n'ai pu trouver, parce que ce sont des grands scientifiques, tous 3, mais une question qui reste prégnante pour moi, c'est tout ce qui relève de l'irrationnel. Parce que tout ce que je vous ai raconté, c'est rationnel, c'est chiffré, il y a eu des progressions, il y a eu des échecs. Mais la question du désir de Corse reste prégnante. Et ça tient, je crois, à une alchimie très complexe qui mêle à la fois le rôle de la puissance publique, qui doit être à l'avant-garde, parce que le politique, c'est le chef d'orchestre de la vie en société. S'il n'y a pas une décision politique, dont je crains, je dois le dire, je le dis très tranquillement, qu'elle soit mal engagée. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, on met dans le même pack les évolutions institutionnelles et problématiques de la langue. Moi, je le dis aux intéressés. Et si je siégeais aujourd'hui à l'Assemblée de Corse, je ne serais pas d'accord sur la méthode. Je pense qu'on a intérêt à dissocier la problématique de la langue, qui aujourd'hui fait consensus, d'autres problématiques qui, elles, se heurtent à des dissensus forts. L'évolution institutionnelle, je ne suis pas sûr que les gens aient compris d'ailleurs et qu'ils en veulent. La langue, je crois que aujourd'hui, ça fait l'objet d'un consensus. Donc mettre les deux dans le même emballage, à mon avis, c'est un danger. Je voudrais conclure sur une note d'espoir en disant que les langues mortes, comme je disais en préambule, n'existent pas tout à fait. En tout cas, qu'il existe des espoirs de revivification. C'était le cas de l'hébreu, qui s'est éteint au IIIe siècle, qui a été réactivé. Bon, il y a toujours, ce serait trop long, et j'aurais une tendance à donner dans le romanesque sur les histoires, mais je vous invite à suivre l'histoire de Ben Yehuda, de cet homme formidable qui a su réactiver une langue qu'on considérait comme morte. Et puis, je vous invite à aller vous renseigner sur ce qui s'est passé au Paraguay et la langue du Guarani. La langue du Guarani, c'est quoi ? Bon, les colons arrivent, Christophe Colomb et compagnie, là, au XVIe, XVe, XVIe siècle, les grandes découvertes, ils déboulent dans ce pays, et puis voilà, il y a des Indiens plein les contrées, puis ils découvrent cette langue, bon, puis ils ont compris que de toute façon, c'était un relief inaccessible,
c'était infesté de vipères. Bon, ils ont tout de suite compris qu'il valait mieux parler la langue vernaculaire. Ils s'y sont mis. Bon, et puis après, ils ont compris que ça ne servait à rien. De toute façon, on avait affaire à des gens qu'on allait coloniser facilement. La langue commence à s'éteindre. Et puis, il y a un grand débat à l'époque. On est 16e, 17e siècle. Non pas sur la façon dont on allait conquérir les territoires, mais dont on allait les évangéliser. Et grande polémique entre les franciscains et les jésuites. Et puis les jésuites font trancher cette histoire par les grandes cours européennes, dont Philippe II. Et Philippe II dit, si vous voulez évangéliser les territoires, ce n'est pas le latin qu'il faut parler, c'est la langue vernaculaire. Et ça fonctionne bien, on ne sait pas pourquoi, quand je vous dis que c'est une chimie très complexe, ça ne fonctionne pas en Uruguay, ça ne fonctionne pas au Pérou, ça ne fonctionne pas en Bolivie, puis ça fonctionne dans un territoire. Où, alors évidemment, l'évangélisation, ça ouvre le champ de l'écriture, c'est-à-dire les strates hautes, strates prestigieuses de la langue. La langue replonge avec la révolution industrielle, parce que là, la mondialisation précoce, les prémices de la mondialisation font leur œuvre. En gros, cette langue, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est parler l'espagnol dans les pays du Sud. La langue est mise en sommeil. Et depuis 1892, à la faveur d'un article dans la Constitution, eh bien, le guarani au Paraguay est renaissant. Ça veut dire qu'une langue n'est jamais tout à fait morte, et il faut garder ça à l'esprit lorsque des acteurs plus ou moins bien inspirés vont vous expliquer que de toute façon c'est un processus irréparable, imparable, qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du darwinien et qu'on ne pourra jamais sauver cette langue. Une langue n'est jamais tout à fait morte, et j'espère à travers mes quelques propos vous avoir convaincu qu'il existe des outils, qu'il existe des leviers pour essayer de la sauvegarder.